Nous allons tout de suite enchaîner avec notre deuxième table ronde intitulée « Marchandises, voyageurs, livraison urbaine, du retour d'expérience à la vision prospective ». L'industrie du transport de voyageurs est encore sous le choc des mesures de confinement pour endiguer la propagation du virus. Un redémarrage, oui, mais sous quelles conditions? Va-t-on vers un changement de paradigme? Qu'en est-il dans le transport de marchandises où il a fallu à tout prix assurer la continuité de l'activité et inventer de nouveaux modèles? On l'a vu en matière d'explosion de l'express, de logistique urbaine, de livraison du dernier kilomètre. Les professionnels du transport de fret, de passagers et de la logistique contraints de revoir leur méthode de travail avec des nouveaux protocoles sanitaires, une baisse de la demande, pour parler de l'impact de la vision prospective du secteur, de l'intégration des transports décarbonés et du poids croissant du numérique. Avec nous ce matin, Philippe Bernand, président du directoire d'aéroport Marseille-Provence, Jean-François Suas, président du club de la croisière Marseille-Provence et également président du conseil de développement du grand port maritime de Marseille, Jean-Paul Liotto, président de la FNTV en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Valérie Durand, directrice des relations territoriales et coordination à la SNCF, et Patrick Mortigliengo, président de la FNTR, Fédération nationale des transports routiers des Alpes-Maritimes, et Béatrice Leduby et Emmanuelle Champeau, cofondatrices de Deki pour Dernier Kilomètre. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions à l'écrit tout au long des interventions et nous les relayerons à l'issue des débats. Philippe Bernand, est-ce que vous êtes avec nous? Je ne vous vois pas. Oui. Ah, je vous entends, c'est déjà bon signe. Bonjour, Monsieur Bernand. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez activé le micro? Ah, c'est bon, je vous entends très bien. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, en 2019, le cap historique des 10 millions de voyageurs, 10,2 millions exactement, a été franchi sur l'aéroport Marseille-Provence, une hausse de plus de 8%. Aujourd'hui, Marseille, comme tous les aéroports de la planète, subit de plein fouet les restrictions de déplacement. On l'a vu hier avec l'annonce d'ADP de réduire de 1500 personnes les effectifs, qui comptent 6000 employés. Philippe Bernand, racontez-nous votre année. Est-ce que c'est la plus grave crise de tous les temps dans le secteur aéronautique? Alors oui, c'est clairement la crise la plus grave qui a pu se passer depuis que l'aviation commerciale existe, c'est-à-dire que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous donner un chiffre. Les compagnies aériennes ont perdu cette année 118 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent de leurs pertes cumulées depuis l'histoire de l'aviation. Donc en un an, les compagnies ont perdu autant qu'elles avaient perdu depuis qu'elles existent, enfin depuis qu'en tout cas l'aviation commerciale existe. C'est vous dire l'ampleur du sujet. Pour la première fois, les aéroports qui jusqu'à présent avaient des capacités de résilience assez fortes ont été également très très lourdement impactés, Marseille comme les autres. Et effectivement, pour nous, c'est une des premières fois où on a vu notre excédent brut d'exploitation à deux doigts de passer dans le rouge, c'est-à-dire d'être travaillé en marge brute négative. Donc, c'est effectivement sans précédent. Et malgré la situation, l'aéroport est resté ouvert. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez, on l'a vu, assuré l'approvisionnement en matériel médical et notamment les masques? Peut-être demain, vous allez livrer les vaccins. Ah, oui, l'aéroport est resté ouvert pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, vous le mentionnez, le fret aérien a joué un rôle important pendant la première période de confinement et puis continue aujourd'hui à jouer de manière significative. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, alors que le trafic passager est aujourd'hui, on a perdu 85% du trafic passager par rapport à la normale, le fret au mois de novembre était à peu près au même niveau que 2019. Donc il y a vraiment une très forte disparité entre le fret et le passager.
Et le fret est effectivement une composante essentielle pour un territoire comme celui de Marseille-Provence pour être relié au reste du monde pour des raisons médicales, mais pour aussi toutes les raisons de nécessité de transport de marchandises par l'avion. La deuxième raison, c'est que le cas particulier de Marseille, c'est que nous assurons normalement une continuité territoriale avec la Corse et qu'il était absolument indispensable pour un grand nombre d'habitants corses qui avaient besoin de faire des déplacements, souvent pour des raisons médicales, sur le continent, de pouvoir continuer à avoir ce pont aérien entre la Corse et la France. Et de la même manière que le fret, la Corse aujourd'hui est à un niveau pas normal, mais presque normal. Voilà, donc pour ces raisons-là, effectivement, nous sommes restés ouverts, même à un moment donné où on n'avait que 2% du trafic normal, ce qui représente effectivement un effort considérable parce que il est évident qu'un aéroport ouvert alors qu'il a 2% de son trafic perd de l'argent tous les jours, mais ça fait partie aussi des missions de service public qu'on doit assurer. Justement, vous le disiez, combien l'aéroport tourne à faible allure? Est-ce que vous avez mis des collaborateurs au chômage partiel? Alors, on a utilisé aujourd'hui tous les moyens qui ont été mis à disposition par l'État de manière générale ont été utilisés. Nous avons aujourd'hui à peu près la moitié encore de nos effectifs en chômage partiel, hein, donc c'est quand même considérable. Nous avons souscrit l'ensemble des PGE au plafond de ce qu'on pouvait souscrire, c'est-à-dire quand même 39 millions d'euros pour le cas de Marseille. 30 ont déjà été tirés et les derniers 9 sont en cours de tirage. Par contre, aucune aide spécifique n'a été donnée effectivement aux aéroports, à la différence de certaines compagnies aériennes qui ont eu des soutiens sonnants et trébuchants. Les aéroports, pour l'instant, sont face à eux-mêmes et ont dû trouver les solutions pour arriver à passer ce cap et puis la continuation de malheureusement de cette crise qui n'en finit pas de durer. Or l'État, et vous me disiez en préparant ce webinaire, l'État est l'actionnaire majoritaire et il a quand même versé la partie sûreté, hein, c'est ça? Alors, il y a une spécificité en matière d'aéroport, c'est que les opérations de sûreté sont des missions dites régaliennes de l'État, c'est-à-dire que ce sont des missions qui doivent être assurées normalement par l'État. L'État a fait le choix historique depuis le 11 septembre 2001 de sous-traiter aux aéroports ces missions de sûreté sur un cahier des charges et des normes extrêmement précises. Et pour se faire rembourser des coûts qu'ils ont à subir, il y a une taxe qui s'appelle la taxe aéroport, que le passager ne voit pas parce qu'elle est noyée dans le billet d'avion, et qui sert effectivement à couvrir ces coûts. La problématique étant que vous définissez une taxe par passager sur un trafic qui est connu et qui est estimé stable à 4 ou 5% près. Évidemment, avec la chute phénoménale du trafic, tous les aéroports se sont retrouvés en déficit énorme par rapport aux opérations de sûreté. Et il a fallu quand même 6 mois pour arriver à régulariser la situation, ce qui a été fait au mois de novembre, où donc l'État a finalement remboursé aux aéroports le déficit qu'ils subissaient. Mais ce n'est pas une aide, hein, ça n'est ni plus ni moins que l'État qui paie ses dettes. Oui. On annonçait 10 millions plus de 10 millions de voyageurs en 2019. Vous tablez sur combien de passagers en 2020? Alors, sur 2020, on devrait finir à peine au-dessus de 3 millions, sachant que là-dedans, vous avez quand même les mois de janvier et de février qui ont tourné à plein, puisqu'on était sur des taux de croissance d'encore une dizaine de pourcents, hein, donc sur janvier et février. Donc l'année 2020, la 2020 s'annonçait flamboyante. Bon, elle ne le sera clairement pas. Mais juste pour dire qu'en fait, dans ces 3 millions, il y a malgré tout 2 mois qui pèsent à 100%. Donc, c'est vous dire que les 10 autres mois de l'année ont été assez catastrophiques. Et hormis la Corse dont vous avez parlé, quelles sont les liaisons aujourd'hui qui fonctionnent en France et en Europe? Alors, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est déjà le domestique. Nous sommes à peu près sur ce qui est ouvert, c'est à peu près les 2 tiers sont du trafic domestique.
et un tiers du trafic international, alors que en régime normal, nous sommes dans un ratio inverse puisqu'on est sur un tiers de domestique et 2 tiers d'international. Donc c'est aussi effectivement, c'est logique puisque les frontières aujourd'hui sont quand même majoritairement fermées, ce qui bloque le transport international. Alors où les frontières sont fermées, où le parcours du passager est un parcours du combattant avec des formalités administratives qui n'incitent vraiment pas au voyage. Alors, bon, dans les lignes domestiques, effectivement, vous avez certaines grandes transversales qui sont ouvertes sur Bordeaux, Nantes, Paris, bien sûr. Et puis sur l'international, on a quelques vols européens sur l'Allemagne, sur l'Italie. On a des vols sur le Maroc. Donc, il y a une partie du Maghreb qui est réouverte. Mais c'est vraiment très, très ténu. Aujourd'hui, on est à peu près 15% du trafic normal, pour vous donner un ordre de grandeur. Il va y avoir une bulle pour les fêtes, donc entre le 15 décembre et peut-être les premiers jours de janvier, où là, on va remonter peut-être à 30 ou 40% d'un trafic normal, mais ça va être un effet très ponctuel. Et on s'attend à une redescente dès le mois de janvier. Votre trafic passager est composé de 3 catégories de clients. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes typologies de passagers? Oui, alors on peut segmenter de différentes manières. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une segmentation qui existe, hein, qui est entre le passager qui voyage pour des motifs d'affaires, ce qu'on appelle le trafic business, le passager qui voyage pour des motifs de loisirs, et puis ce qu'on appelle le VFR, c'est-à-dire Visit Family and Relatives, c'est-à-dire que vous allez voir votre famille, ou vos parents, ou vos amis, et vous organisez un voyage autour de ça. Ces 3 segments, aujourd'hui, en termes de prospective, on pense qu'ils vont, post-crise, ils vont évoluer de manière très différente. Le premier qui, sans doute, va fortement se détériorer, c'est le trafic business. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience très forte qui est qu'on peut s'organiser pour faire du business autrement, avec des outils de communication comme celui qu'on vit ce matin. Et aujourd'hui, je vous cite un exemple, c'est les boîtes du CAC 40 qui ont réduit leur budget voyage de 50% pour l'année 2021. Donc, on s'attend bien effectivement à ce qu'il y ait un très fort frein sur le trafic business sur l'année à venir. On pense malgré tout que ça va quand même se régulariser parce que ça a aussi ses limites et que la crise sanitaire étant définitivement passée, on devrait retrouver un niveau intermédiaire entre ces moins 50% et le niveau d'avant. Mais on pense que c'est un segment qui va le plus souffrir dans le futur. Après, il y en a un dont on pense qu'il va revenir à peu près au même niveau et poursuivre son développement, c'est tout ce qui est VFR, parce qu'on est dans une logique de mondialisation, on est dans je pense que chacun dans sa famille se rend bien compte qu'on a des enfants à droite, à gauche qui font des cursus universitaires dans d'autres pays d'Europe, qui prennent un premier job à l'étranger. On est quand même dans une société où les familles, vos entourages sont beaucoup plus éloignés sur la planète qu'ils ne l'étaient avant, où avant, ta famille restait dans un rayon de 20 km. Donc, c'est un segment dont on pense qu'effectivement, il va non seulement revenir à son niveau, mais qui va continuer à se développer dans la mesure où le PIB par habitant continue effectivement à se développer. Après, il y a le trafic loisir, où là, il y a encore beaucoup d'interrogations, mais on pense malgré tout que c'est un trafic quand même qui va poursuivre une certaine croissance. Elle sera par contre beaucoup plus raisonnée parce que il y a la prise de conscience du voyage, ce qu'on appelle le voyage responsable, hein, de l'impact environnemental que peut créer l'avion, même si encore une fois l'avion, dans les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, c'est complètement marginal, hein, c'est moins de 5% par rapport aux routiers. Donc, mais c'est érigé aujourd'hui en symbole
d'impact environnemental. Donc, il y a une sensibilité clairement chez nos passagers qui va se développer, ce qui nous impose, nous, effectivement, d'avoir une politique d'incitation à du voyage responsable et puis à montrer l'exemple en termes d'infrastructure. Voilà un petit peu comment ces 3 segments se comportent aujourd'hui, dont on pense qu'ils vont se comporter un peu dans l'avenir. Et l'aéroport avait un important programme d'investissement dans l'extension de ces aérogares et même des pistes. Est-ce que la chute des recettes remet en cause votre programme d'investissement, Philippe Bernon? Alors, oui, évidemment, la baisse des recettes nous a conduit à avoir 2 types d'actions. À la fois baisser nos charges. On a quand même abaissé notre point mort assez bas. On ne pourra pas le faire indéfiniment dans le temps, mais on y a quand même parvenu. Et bien sûr, le programme d'investissement, il a été revu à la baisse. On a arrêté tout programme d'investissement dit capacitif, c'est-à-dire tout investissement qui visait à créer de la capacité à l'aéroport. On a différé tout ce qui était peut-être moins urgent que le reste et on privilégié effectivement des investissements qui ont soit une très forte vertu sur le plan RSE, soit un très fort intérêt économique. Et notamment, on essaie de préserver, c'est pas complètement acquis encore, mais on essaie de préserver le projet cœur d'aéroport dans sa composante modernisation et restructuration. La composante capacité a été remise à beaucoup plus loin, au-delà de 2030. Mais par contre, il est important de faire de cette restructuration parce que Marseille a un petit peu de retard sur ses concurrents français et européens en matière de restructuration. Ce projet donc est très attendu. Il a en plus une rationalité, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire des économies de coûts, des économies d'énergie, il va permettre de rationaliser les choses, il va permettre de rajouter des espaces qui sont de toute façon nécessaires pour gérer les problématiques sanitaires dans l'avenir. Donc il est à 100% vertueux. Voilà un petit peu. Donc on essaie de prioriser. Bien entendu, effectivement, pour l'instant, on est dans une optique très minimaliste, mais en essayant malgré tout de préserver l'avenir. D'accord. On le sait, l'aéroport est une infrastructure totalement stratégique pour le territoire, puisqu'il draine beaucoup de touristes. Et vous faites aussi travailler de nombreux autocaristes, notamment sur les lignes régulières, les SLO, services librement organisés, et autocars de tourisme. Quel a été l'impact sur cette activité, M. Bernon? Ouais, je pense que, alors moi, je n'ai pas le détail de leurs chiffres, mais ils ont effectivement eu à faire face à des chutes de remplissage, clairement. Mais l'ensemble des dessertes ont été maintenues et il faut rendre hommage effectivement aux opérateurs terrestres dans ce domaine-là pour que l'accessibilité à l'aéroport en transport en commun reste possible. On a un énorme défi dans le futur qui est d'augmenter le taux de transport en commun pour les accès à l'aéroport. Et même dans ces périodes difficiles, effectivement, les opérateurs ont tenu le choc. Encore une fois, je n'ai pas le détail de leur compte, mais certainement, ils doivent souffrir comme l'aéroport, comme les compagnies aériennes, avec des liaisons très faiblement remplies par rapport à la situation d'avant-crise. Merci, M. Bernon. On va prendre juste une petite question pour respecter le timing. Émilie, est-ce que vous êtes prête? Oui, alors merci Nathalie, nous avons effectivement quelques questions sur le chat, notamment une question d'Antoine Séguré, le président de l'EART, qui nous dit que l'aéroport de Paris annonce un retour à la normale pour 2026-2027. Est-ce que nous avons une idée, M. Bernon, pour Marseille d'un éventuel retour à la normale? Alors, on est sur des prévisions un peu plus optimistes qui sont 2024-2025 pour un retour effectivement à la situation de 2019. C'est très, très compliqué de faire des prévisions aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à rester optimiste parce que je pense que c'est un comportement très humain. Hein. Quand la crise est arrivée, nous faisions toujours des prévisions trop optimistes qu'on s'employait, enfin qu'on dégradait la semaine d'après.
pensant toujours qu'on avait touché le fond, et l'histoire a démontré que le fond s'abaissait régulièrement. Je pense que, au contraire, peut-être qu'aujourd'hui, sur ces retours à la normale, on pêche par excès de pessimisme. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas purement, il y a un peu de conviction, mais il y a aussi le fait que chaque fois que nous mettons, que les compagnies aériennes mettent de l'offre, la demande suit. Donc, je pense que ce retour à la normale peut éventuellement se faire plus vite qu'on y pense. Il y a une condition à cela, c'est que la crise ne dure quand même pas trop longtemps et que nous n'assistions pas à des faillites de compagnies aériennes. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que il va y avoir une destruction en fait de l'appareil, ce que j'appelle l'appareil productif du transport aérien, ce sont les compagnies qui transportent. Et si vous détruisez cet appareil productif, pour le reconstruire, là, effectivement, ça va prendre plusieurs années. D'où effectivement l'importance d'une visibilité et d'une sortie de crise le plus rapidement possible. Quand je dis le plus rapidement possible, il faudrait qu'on ait un été 2021 qui soit pas aussi affreux que l'été dernier. Voilà, pour donner un indicateur. Émilie, une autre petite question rapide. Une petite question de Vincent Tinet de la Gamme sur l'impact d'une limitation des vols courte distance, en particulier sur les correspondants sur les hubs. Donc, quel est cet impact? Alors, moi, à ma connaissance aujourd'hui, ce qui est en voie d'être décidé, c'est que les vols courte distance, lorsque vous avez une alternative de 2h30, ne devraient plus exister, donc à l'exception des vols en correspondance. C'est-à-dire que pour nous, il y a en fait un seul sujet qui existe, c'est la liaison Marseille-Lyon, puisque à Lyon, vous avez le hub régional d'Air France. Et donc, ce vol-là, dont on pensait qu'il devrait être supprimé, a priori, pourrait continuer à exister pour faire de la correspondance. Après, tout dépend si l'offre TGV se développe de manière importante entre Marseille et la gare de Lyon-Saint-Exupéry, que je connais bien. Ça peut être un substitut à l'avion. Bon, pour nous, les conséquences pour Marseille sont quasiment inexistantes, en tout cas sur ce sujet. Merci beaucoup, Philippe Bernand. Émilie, si vous voulez bien, on va continuer et on va se diriger du côté. Merci, Monsieur Bernand, encore. Restez avec nous. C'est vous? Oui, je reste avec vous. Je coupe le micro. Mais... On va se diriger du côté de l'activité portuaire avec Jean-François Suas, qui est président du Club de la Croisière Marseille-Provence et président du Conseil de développement du Grand Port maritime de Marseille, tout comme l'aéroport. Vous avez eu à subir l'arrêt des déplacements et la fermeture des frontières. Quelle est la situation à la fois dans le secteur du ferry et de la croisière? Et rappelez-nous aussi le poids de la croisière dans notre économie régionale. Jean-François. Oui, bonjour à tous. Donc, ravi de vous rejoindre sur ce colloque. Donc, la croisière est totalement à l'arrêt, hein, donc depuis le mois de mars, sauf quelques reprises l'été, mais au moins pour le port de Marseille, ça a été une seule reprise de la part de Ponant. Par contre, nous avons beaucoup de bateaux à quai, donc une quinzaine. Donc, nous avons assuré le rapatriement de 6000 passagers grâce au service de l'État en particulier, que je tiens toujours à remercier et à féliciter, ce que nous avons fait longuement parce que c'était une période particulièrement difficile avec peu de connaissances, une pression médiatique folle, comme vous pouvez l'imaginer, avec la story géante du Diamond Princess à travers le monde. Donc, tout ça, c'est plutôt bien placé, avec des compétences acquises et reconnues de la part des autorités sanitaires, en particulier qu'il s'agisse de l'ARS et surtout des marins-pompiers aujourd'hui, qui ont une expertise qui font de nous on peut le dire assez facilement, des leaders mondiaux de crise, on va dire, dans le maritime. Donc aujourd'hui, nous avons été un peu les enfants pauvres de la reprise cet été, malgré nos demandes, malgré des réunions quasi hebdomadaires avec les ministères et autres. Donc ils ont permis à la croisière de reprendre avec 250 passagers, ce qui était évidemment pas la jauge que nous souhaitions, sachant que quand vous avez un bateau de 3 000 à 4 000 passagers, si vous mettez que 500 personnes à bord, alors je pourrais reprendre
évidemment les propos de Philippe, mais qu'on pourrait reprendre pour l'événementiel, pour la culture, pour le sport, c'est que des choix ont été faits. Et vous comprendrez aisément que quand il s'agit de préservation de capacités sanitaires ou de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que l'État appelle la diminution des mouvements généraux, la croisière ne faisait pas partie des priorités, tout simplement parce qu'on pense souvent à Paris qu'elle n'a pas un grand impact. Alors l'impact, il est de 5 milliards d'euros en gros, par an. Donc avec la construction des navires en particulier, il est monstrueux, mais il est assez mal perçu puisqu'il est très diffus. Il part de la construction et réparation navale, de l'exploitation des navires évidemment à Marseille et dans les dom-toms et partout ailleurs. Et c'est une armée invisible, on va dire, une armée de l'ombre qu'il s'agisse des guides ou évidemment des autocaristes qui se font peut-être un peu mieux entendre et tant mieux, mais beaucoup de gens ne sont pas des purs players dans la croisière. Même le chantier naval dans l'absolu de Saint-Nazaire, et à un moment, il construira sans autre chose. Mais tout ça, mis bout à bout, on arrive à des chiffres assez spectaculaires qui, je l'espère, seront à un moment aussi une des raisons, parce que l'Allemagne, par exemple, a repris, ou l'Italie, et c'est sûr qu'en Italie, MSC, Costa ou Fincantieri sont des leaders nationaux et ont sans doute au moins pour leur part, eu un impact, on va dire, politique un peu plus fort que le nôtre. Voilà, aujourd'hui, on a encore des discussions très fortes. On est toujours un peu, allez, on va parler quoi, un peu d'amertume de voir que tout ce que nous avons fait depuis le mois d'août n'arrive même pas nos protocoles, visiblement, n'arrive pas jusqu'au ministère de la Santé. On l'a découvert il y a quelques jours, on va pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais c'est évidemment une forme de légèreté qu'on apprécie peu parce qu'on se bat vraiment, parce que les croisières ont repris à Singapour, elles ont repris en Espagne, elles ont repris en Italie, même si elles sont stoppées, par exemple en Italie pour la période de Noël, elles recommencent le 6 janvier. Et il n'y a pas de... Évidemment, il y a eu quelques cas Excusez-moi Jean-François, mais pour réagir à ce que vous dites, c'est quoi? C'est une fin de non-recevoir par rapport à la croisière? Non, je sais pas du tout ça, je pense. C'est une grande difficulté à gérer l'ensemble de la crise. On le voit tous les jours, il y a tellement de demandes. Moi, j'ai par exemple une réunion hebdomadaire avec le ministre directement du tourisme. On est une centaine autour de la table dans un océan, sans jeu de mots évidemment, de misère, quoi. Quand on parle de la saison de ski, 170 000 emplois saisonniers. Donc moi, quand j'arrive à Marseille avec nos 3000 emplois, bon, je ne sais pas comment on m'écoute, mais sans doute un peu moins fort. Et je ne crie pas d'ailleurs. Donc, contrairement à d'autres qui crient beaucoup autour de cette table, hein, les hôteliers ou autres, ils ont sans doute bien raison, ou les restaurants. Donc, vous voyez, on est quand même... Moi, ce que je déplore de manière globale, c'est qu'on a tant fait pour modifier la structure sociale de notre pays, d'un pays industriel il y a une quarantaine d'années à aujourd'hui un pays de services, mais surtout de loisirs. On dit service, mais c'est assez diffus. Nous, notre PIB, il est autour de la culture, du sport, évidemment du tourisme, dont on pense qu'il est à 9-10%, et c'est tout ça qu'on a arrêté. Donc, mis bout à bout, on est plutôt à 40%. Donc, quand on va se relever, voilà, quand on va expliquer à une partie de la population que, bon, on lui a dit que la mine, c'était pas très bien, qu'il valait mieux devenir coach sportif ou je ne sais quoi, mais bon, on va pas retourner, malheureusement, dans l'industrie puisqu'on n'est plus performant. Donc, il faut à tout prix relever les aéroports, relever évidemment tout ce qui est lié au tourisme aujourd'hui et tous les services qui sont associés et qui sont tellement, c'est des centaines de métiers quand on en fait l'inventaire, voilà, et c'est très difficile. On dit beaucoup passent à travers la raquette. Moi, je parle souvent des guides, ils sont 250 à Marseille, être totalement dépendants de la croisière. Ils sont des gens qui n'étaient pas structurés, qui n'ont pas d'aide ou très peu. Donc, vous voyez, on fait beaucoup de travail aujourd'hui parce que, exactement comme Philippe l'a dit, soit ça s'arrête assez rapidement, on a un espoir de reprise pour cet hiver avec des dérogations, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, et on est à peu près pour la saison 2021, sachant que les opérateurs face à nous programment 2 ou 3 ans à l'avance, mais ils ne vont pas programmer 15 jours, 15 jours à l'avance. Donc là, vous avez quand même des réservations pour 2021? Oui, parce que la vie continue et que juste pour vous donner une idée, si les croisières Costa MSC avaient été maintenues pendant la quinzaine de Noël, ce sont bien des milliers de Français à nouveau qui partaient embarquer à Gênes et à Savone parce que nous ne recevons pas ces bateaux, même pour un simple embarquement ou débarquement. Donc nous avons encore des réunions avec la préfecture de région de Marseille dont j'attends beaucoup en fin de semaine, c'est-à-dire demain, et pour que notre message, au moins localement, puisse passer, puisque je ne cache pas qu'à Paris, on a un peu plus de mal. D'accord. Et est-ce que, on
a parlé de craintes dans le secteur aérien pour les compagnies. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines compagnies, y compris les plus puissantes comme Costa Croisière et MSC, puissent déposer le bilan ou vendre une grosse partie de la flotte? Alors, c'est déjà le cas. Hein. Beaucoup de compagnies se sont séparées de bateaux. Certaines ont disparu. Hein. Les opérateurs fragiles, comme toujours, hein, ce sont ceux qui sont déjà un peu malades qui disparaissent les premiers. Après, pour le moment, ce sont des sociétés qui sont cotées au Dow Jones pour la plupart. Hein. Donc, il s'agit de Carnival, qui représente, enfin, chez Costa est référencé, au Royal Caribbean ou autres. Ce sont des entreprises qui, pour le moment, ont fait appel au marché. Donc à la dette, évidemment, comme certains l'ont fait en France, évidemment, quand ce n'est pas l'État, et qui pour le moment ont une perspective, ont toujours dit que voilà, ils avaient de quoi passer une partie de l'année 2021, mais au-delà, ce serait, et sachant que la saison Caraïbe est terminée quasiment, hein, c'est pas Philippe que je vais l'apprendre non plus, malheureusement, il n'y aura pas de Français qui iront, à part vers les DOM, vers les États-Unis cet hiver, et nous, ce qu'on espère malgré tout, c'est quand même que les compagnies américaines donc, ont programmé leurs bateaux en Méditerranée. Et ce qui est assez surprenant aujourd'hui, c'est que ça semble plus facile. L'Italie est ouverte, l'Espagne avec les Canaries et autres, la Grèce l'a été, la Croatie cet été, donc de reprendre en Méditerranée l'été 2021 qu'aux États-Unis, puisque la saison américaine est largement entamée et elle se termine en général au mois d'avril. Donc vous voyez, on a encore une grande opportunité de relancer, évidemment, on parle de centaines de bus hein, pour certaines escales, évidemment, de liaison, de passagers, surtout qu'on va travailler avec du domestique, au moins européen, je l'espère, cet été, français, qui arrivera par l'aéroport en tête de ligne. Donc, on a une véritable opportunité de redémarrer. Pas dans la jauge qu'on aurait pu espérer, ça j'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, je suis un peu plus optimiste que 2025 ou 2026. Moi je tape quand même sur les chiffres de 2019, je les espère pour 2024. Vous voyez, après une année qui sera difficile, l'année prochaine, une année 2022, j'espère, enfin 2021 difficile évidemment, 2022 qui ressemblerait à quelque chose. Donc, on peut quand même espérer pour 2024 retrouver nos opérateurs, si tant est, il n'y a pas de cataclysme et que le vaccin a bien fonctionné, etc. etc. Et qu'en est-il des liaisons internationales ferry? Est-ce qu'on peut prendre le bateau pour se rendre au Maroc, puisque la semaine dernière, la Méridionale a ouvert une liaison entre Marseille et le port de Tanger. Sous quelles conditions? Comment ça se passe? Vous voyez, dans la vie, moi, le président du Conseil de développement est ravi de savoir que les ferries fonctionnent bien avec la Tunisie ou le Maroc, par exemple, avec des tests PCR qui doivent avoir 72 heures. Donc, il y a toutes sortes de procédures qui ont été mises en place. Et évidemment, des ferries tournent. Donc, vous voyez, le parallèle avec la croisière où par exemple, juste pour vous donner l'idée, dans la croisière, on avait mis les tests antigéniques qui ont été mis en place dès le mois d'août, sachant qu'en France, on n'en parlait même pas. Et quand dans nos dernières réunions, certaines personnes du ministère nous proposent il y a quelques jours, de penser aux tests antigéniques qui commencent à exister évidemment à l'aéroport de Marseille fin octobre par exemple, mais ils ont été mis, les paquebots ont sur la 3e génération de ces appareils. Vous voyez un peu dans quel monde on est, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites il y a 3 mois, on nous suggère de les faire pour l'été prochain. Donc on a un peu de mal dans ce type de discussion quand on discute quand même avec le top du ministère de la Santé. Donc vous voyez un peu, et donc on leur dit aussi, vous voyez, il y a des ferries qui arrivent tous les jours à Marseille, les marins-pompiers font des tests pour ceux qui n'ont pas pu présenter le papier, et tout ça se passe très bien. Donc on espère que ce savoir-faire et qu'il s'agit des armateurs, évidemment, puisse inspirer notre gouvernement, puisqu'effectivement les ferries fonctionnent. Une question au président du Conseil de développement portuaire que vous êtes, justement, concernant le transport de marchandises. Qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2020 pour le trafic de fret, puisque l'année a été découpée en plusieurs phases, j'ai l'impression, hein. Des phases sociales, des phases sanitaires. Avec un début d'année très difficile, hein. Voilà, donc on a eu on va dire un trou qui ne ressemble en rien à ce que peut vivre, ce qu'on a dit, l'industrie du loisir aujourd'hui, qui est toujours à zéro. On a eu un trou d'air sur les marchandises, on va dire, de mi-mars à mi-mai, juin, et dès que la Chine est repartie, on a vu les premiers bateaux revenir en juin, juillet. Donc aujourd'hui, sur Fos, on est plutôt à moins 10, moins 15. Par contre, et à Marseille, à cause des passagers, on est à moins 60, 70, donc on n'est pas du tout dans les mêmes cycles. Ce qu'on peut dire à l'évidence, c'est que c'est plutôt la grève de janvier-février qui aujourd'hui qui a été très forte et qui ne ressemblait en rien à ce qu'on avait connu on va dire les 10 dernières années où tout avait été calme socialement et nous avait permis de redémarrer, en particulier au milieu de la décennie précédente. Et là, on est vraiment dans une grande difficulté puisque MSC ou
où Maersk, par exemple, ont enlevé des grandes lignes conteneurs pour les remplacer par des feeders à fosse, véritablement, et donc on est encore pénalisé, ce qui n'est pas le cas de CMA, par exemple, et, alors que Valence, Algeciras ou Tanger Med, pour ne citer que, sont en plus 10, plus 15, parce que, vous l'avez bien compris, le transport maritime, pour ceux qui regardent ce transport-là aussi, se porte plutôt bien, en particulier sur les taux de fret et les résultats financiers des compagnies. Donc, il y a beaucoup actuellement de marchandises qui transitent, 90% des marchandises transitent par bateau, et elles arrivent malheureusement plutôt en Espagne aujourd'hui, au Maroc que chez nous, et ça aussi c'est une grande frustration puisque nous avions particulièrement bien travaillé ces dernières années. Donc il y a une double peine, mais il y a aussi un plan de relance qui est prévu par le Grand Port Maritime qui permet, on l'espère, de redonner confiance à tout le monde et de sortir de cette image d'une crise sociale qui nous a évidemment fait, ce serait comment dire, fait une erreur de ne pas la citer et de penser que tout vient du Covid. Pas du tout. Le Covid, pour certains secteurs, on le voit pour les vracs liquides et autres, les vracs solides, même Arcelor redémarre, puisqu'on voit que l'industrie automobile redémarre. Donc, on est plutôt sur moins 10, mais moins 10 qui sont plutôt sur l'impact social aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Suaz pour ce témoignage. On va continuer du côté du transport de voyageurs, puisque s'il y a bien une profession qui travaille directement en lien avec vous, avec le port et l'aéroport, c'est le transport en autocar. À nos côtés ce matin, en direct de Vaison-la-Romaine, Jean-Paul Liotto, président de la FNTV Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Et effectivement, le transport routier de voyageurs dépend directement aussi du trafic aérien et du trafic maritime, puisqu'on travaille pour les croisières et on fait des transferts de groupe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la profession est confrontée à une équation multiple et complexe à solutionner, avec une visibilité quasiment nulle et des perspectives de reprise qui, chaque semaine, s'éloignent de plus en plus. Donc, il faut savoir que notre profession se dispatche en deux grosses catégories et une troisième un peu moins importante, qui sont les services réguliers scolaires conventionnés, en majorité avec la région, c'est le réseau ZOO, et les services occasionnels et touristiques qui représentent une part qui représente globalement pour la région sud, pour nos activités, 30% de nos activités. Et enfin, les services librement organisés, les SLO, qui sont pour partie beaucoup moins importantes. Si on peut dire que sur la partie des services conventionnés, très rapidement, au premier confinement, la région, le président Renaud Muselier a très vite pris la mesure de l'impact économique que cela pouvait avoir sur nos entreprises. Donc, très rapidement, on est rentré en discussion avec les services de la région pour trouver un accord qui nous permet de garantir les charges incompressibles de nos entreprises. Et cet accord a été très rapidement trouvé et a servi aussi c'est un cas d'école parce qu'il a servi aussi à d'autres régions en France et à d'autres collectivités d'exemple. Donc, de ce côté-là, on a pu mettre un filet. Concrètement, c'était quoi, monsieur Liotto ? Alors concrètement, on a convenu d'une indemnité équivalente à 77% du coût total d'exploitation qui correspond à nos charges incompressibles. Et bon, bien entendu, sur ces 77%, on déduit les aides que nous avons reçues pendant les aides au chômage partiel, puisque pendant la période du premier confinement, bien entendu, la partie tourisme était à l'arrêt complet déjà depuis le mois de février. Et pour la partie conventionnée, nous avons eu des services minimums, les scolaires, puisque les établissements scolaires étaient fermés, les scolaires ne fonctionnaient pas, et les lignes régulières ont fonctionné à minima. Et donc, c'était une aide de 77% du coût total d'exploitation,
moins les aides reçues à titre du chômage partiel, plus le forfait sanitaire que nous ont engendré les mesures qui nous ont été demandées de mettre en œuvre dans nos entreprises. Elles représentent quel surcoût, ces mesures, M. Liotto? Alors, le surcoût a été négocié avec la région. Donc, le surcoût, vous avez une partie qui est liée au nettoyage et à la désinfection de nos véhicules, et une autre partie qui est liée aussi à la protection de nos agents, de nos conducteurs, par l'installation en catastrophe, j'allais dire, d'isolation, voilà, d'isolation pour des postes de conduite. D'accord. Et vous avez parlé des différentes typologies de transport. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autocaristes actuellement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ne font que du tourisme et qui sont vraiment à l'agonie? Alors, pour partir sur l'activité tourisme, donc l'activité tourisme, effectivement, et ça a été évoqué par les deux précédents intervenants, nous, notre perte de chiffre d'affaires sur la partie tourisme, donc la partie tourisme, c'est effectivement les accueils en aéroport, les transferts, les croisières maritimes, les croisières fluviales, les congrès, les transports de clubs de sport, les sorties périscolaires, enfin, etc. J'en passe. On est actuellement entre 80 et 90% de perte de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Les entreprises en région ont des pourcentages, c'est variable. Vous avez des entreprises, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse, qui ont une activité tourisme qui est de 100%. Ils ne font que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis le début mars, ces entreprises sont à l'arrêt complet. Mais elles ont de la trésorerie pour tenir, M. Liotto? Alors aujourd'hui, ces entreprises sont sous cloche avec les mesures qui ont été mises et qui ont été difficiles à obtenir. Ce sont les mesures du plan de tourisme. Il a fallu que notre profession se mobilise très très fortement pour que l'État convienne que ces entreprises-là, si on ne faisait rien, elles disparaissaient. C'est clair que s'il n'y avait rien eu de fait fin juin, les entreprises qui avaient une forte proportion on estime qu'une entreprise qui a plus de 15% de son chiffre d'affaires en tourisme, l'impact de la baisse d'activité peut engendrer des difficultés générales pour l'entreprise. Donc, le seuil, c'est 15%. Le minimum, enfin, j'allais dire, c'est minimum 15%. À partir de 15%, en dessous de 15%, je ne dis pas qu'en dessous de 15%, c'est inodore et incolore pour les entreprises, mais ça peut être observé. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais en dessous de 15%, et au plus vous montez dans le pourcentage d'activité tourisme, ça devient problématique et ça peut engendrer, même si l'entreprise a 50% d'activité tourisme et d'activité conventionnée, ça va entraîner des conséquences économiques sur l'équilibre financier de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises effectivement qui font 100% de leur activité en tourisme. Celles-là, elles sont à l'arrêt. Elles bénéficiaient du chômage partiel, elles bénéficiaient du prolongement des échéances bancaires. Elles bénéficient du fonds de solidarité. Mais il faut savoir que un des éléments de l'équation qui se pose, c'est la reprise. Notre Fédé, dans le meilleur des cas, considère qu'il y aurait peut-être une possibilité de reprise deuxième semestre de 2021, plus sûrement en 2022. Quand ça va reprendre, nos entreprises sont calibrées pour un chiffre d'affaires qui était avant, avec des investissements énormes, notamment des investissements liés à la transition énergétique, parce que là encore, ça fait partie des éléments qui rentrent dans l'équation. Nous avons un parc, par exemple dans le tourisme, nous avons un parc avec des véhicules qui sont très, 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 très onéreux. Mes collègues et moi-même, ça peut aller jusqu'à 300 000 euros, c'est ça, hein? Voilà, en moyenne 300 000 euros quand c'est pas plus. Aujourd'hui, le marché, il faut savoir que le marché de véhicules, de l'autocar de tourisme d'occasion est à zéro. Je cite un exemple, un gros constructeur européen qui m'a dit, écoutez, les cars de tourisme aujourd'hui, c'est 1 euro.
Donc, aujourd'hui, ces plus-values latentes que nous avions dans les entreprises, elles sont réduites à zéro. On est rattrapé aussi, donc les véhicules ne roulent pas. On va avoir, on parlait des ZFE, des zones à faible émission. Il va falloir que nous avons renouvelé, il va falloir que nous accélérions le renouvellement de ce matériel-là. À côté de ça, nous avons une perte de chiffre d'affaires et les contraintes liées à la transition énergétique. C'est une équation. Et le remboursement du PGE. Et le remboursement du PGE pour ceux qui l'ont fait, parce que tout le monde ne l'a pas fait. Donc, c'est une équation compliquée parce qu'il va falloir que d'un côté, on investisse si on veut survivre. D'un côté, il va falloir qu'on survive pendant cette période où nous n'avons pas d'activité, ce qui entraîne aussi une dégradation de nos capitaux propres, puisque nos bilans sont dégradés, forcément, les bilans sont dégradés. Donc, on fait appel à nos réserves quand les entreprises ont des réserves. Et au moment où nous allons aller trouver nos banquiers pour leur demander, à leur dire, voilà, sur tel service, il va falloir que nous investissions dans du matériel propre, ce que nous avons déjà entamé, on va présenter notre bilan, je ne sais pas quelle sera la réaction du banquier. Donc, mise un petit peu sur la table, là, très rapidement, voilà un peu la problématique liée à notre activité générale. Sachant que même si la partie conventionnée a été préservée, on a mis un filet de sécurité, la partie tourisme, selon le pourcentage d'implication de partie tourisme dans une entreprise, je vous l'ai expliqué, ça peut avoir des conséquences sur l'économie globale de l'entreprise. Et vous me parliez, en préparant cette table ronde, de votre propre entreprise, une entreprise familiale fondée en 1875, c'est ça, Monsieur Liotto? C'est exactement ça. L'entreprise a été créée en 1875 à Vaison-la-Romaine par mon arrière-grand-père. Et effectivement, je vous disais que la famille a traversé deux guerres, des épidémies, puisque la grippe espagnole, mes aïeux l'ont connue. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je suis un petit peu, et j'en parle avec mes collègues, puisque je suis représentant de la Fédération des transporteurs voyageurs, on est un petit peu désorienté face à tous ces paramètres qu'il faut que l'on prenne en compte et des éléments, ça a été dit précédemment, que l'on ne maîtrise pas. Un chef d'entreprise, il aime bien avoir de la visibilité. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Un chef d'entreprise, il aime bien anticiper. On ne peut pas anticiper. Par exemple, aujourd'hui, on sait que chômage partiel dans le tourisme, jusqu'au 31/12, on y a droit. Au 1er janvier, quid? Donc, on gère à la petite semaine. On gère à la semaine avec des investissements qui sont colossaux pour nos entreprises et des contraintes que l'on va et qui sont normales. Je veux dire, je ne les conteste pas, mais si l'on veut continuer à être dans le circuit, il faut que l'on prenne en compte ces contraintes. Et ces contraintes engendrent des investissements. Donc, mon gros souci aujourd'hui, c'est pour les TPE et les PME de notre profession. Merci beaucoup Jean-Paul Liotto pour votre témoignage. Je me tourne à présent du côté de la SNCF. À nos côtés ce matin, Valérie Durand, qui est directrice des relations territoriales, coordination à la SNCF, c'est-à-dire qu'elle a une fonction transversale puisqu'elle est à l'écoute de toutes les filiales de la SNCF, c'est-à-dire le voyageur, le fret, le réseau. Valérie, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous entends. Je vous dis bonjour à tous. Bonjour Madame Durand. Ça fonctionne? Parfaitement. Bonjour, je représente effectivement mon patron Jean-Aimé Mougenot, l'expérimenté Jean-Aimé Mougenot qui est nommé auprès de Monsieur Farandou et de Monsieur Fanichier comme délégué TER au niveau national. Et donc, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de le représenter. Voilà, très bien. Je vous remercie. Et je rappelle aussi que vous êtes en région sud depuis peu de temps, hein, depuis le début du premier confinement. Donc, et oui, j'ai vécu le premier confinement. Vous avez découvert aussi les interlocuteurs territoriaux à travers des conférences Zoom et Teams, j'imagine. Voilà, tout à fait. C'est très surprenant comme expérience.
tout à fait. Quels ont été du côté de la SNCF les faits marquants au tout début du confinement et puis comment vous êtes organisé au niveau de la circulation des trains? Oui. Alors, j'ai envie de dire ça en 2 mots. La posture, de la SNCF, c'est, face à ce confinement, ce déconfinement, ces vacances d'été, cette rentrée, ce reconfinement, c'était, une posture d'adaptation et puis, on a un service public, c'est, la volonté d'être utile. Voilà, ça c'est les 2 mots adaptation, utilité. Il a fallu s'adapter aux besoins immédiats, vraiment en temps réel. Et on a réussi avec les régions, notamment pour les TER et avec la région Sud en particulier, à permettre, notamment sur le premier confinement, de faire voyager ceux qui avaient besoin de voyager, ceux qui étaient en première ligne, notamment les soignants. La région a souhaité la gratuité pour les soignants, c'est toujours le cas d'ailleurs pour les transports TER. Et on a même pris contact avec certains hôpitaux pour adapter les horaires parfois des TER pour les horaires des soignants sur le premier confinement. Premier confinement, 20% des TER circulaient. Deuxième confinement, pratiquement 90% des TER circulent. Vous voyez la différence, c'est quand même très, très différent. Premier confinement pour TGV, puisque je vais parler de toutes nos entités. Deuxième confinement, 30% des TGV circulent. C'est 4 fois plus qu'au premier confinement. Voilà l'adaptation pour voyageurs. Ce que je voulais vous dire, c'est SNCF, c'est une entreprise industrielle. Et en réalité, ce qui a été marquant pour moi en particulier, c'est comment il a fallu garer, comme on dit ici chez nous, SNCF bon état, la totalité pratiquement de nos trains. Est-ce que vous m'entendez parce que je vous vois Oui, oui. figé? Ah, non. Non, ça va, c'est bon. La totalité de nos trains, nos 600 TGV, nos 80 intercités, nos 250 TER Sud, ZOO, il faut les garer et les garer en bon état pour qu'on puisse très, très agilement les faire ressortir au moment où il faut déconfiner. Voilà. Donc, la deuxième chose qui est très importante, et vous en avez parlé tout à l'heure, les moyens pour rassurer les usagers et les mesures à prendre pour nos collaborateurs, pour nos agents qui étaient en première ligne dès le début. Tout à l'heure, j'ai bien entendu que les mesures la communication sur le nettoyage désinfectant des trains, les mesures barrières, tout ça, c'était hyper important et c'est quelque chose que je crois on a tout de suite compris. Dès la fin du premier confinement, quand il a fallu reprendre, je pense qu'on a collé 50 000 autocollants en région Sud pour expliquer, en un week-end, pour expliquer les gestes barrières dans les gares, pour expliquer, à l'époque, il n'y avait pas de masque, donc une place sur 2 dans les trains. Une fois que les masques sont arrivés, on a pu voyager plus facilement avec les masques. Donc, il a fallu trouver les méthodes et moyens pour désinfecter les trains rapidement, pour s'organiser, pour trouver les bons produits. Pour nos agents, à un moment donné, il a même fallu qu'on aille sur le Vieux-Port acheter du savon de Marseille. Il n'y avait plus assez de gel hydroalcoolique. Et donc, il a fallu que nos équipes aillent chercher du savon de Marseille pour donner à nos agents qui circulaient. Voilà, donc ça, c'était pour nous quelque chose d'hyper important. La dernière chose que je veux dire, c'est heureusement, notamment en région Sud, qu'avec la région, on avait réussi avant la crise, à arriver à un niveau de performance, à un niveau de production et de régularité qui était bien meilleur qu'avant. Au prix d'une bataille juridique.
et d'arriver à une vraie régularité. Ça nous a beaucoup aidé dans la prise en charge de comment on allait revoir les plans de transport à la baisse, puis les remonter. Tout ça, travailler main dans la main avec l'autorité organisatrice, bien entendu. Et comme l'aéroport, je suppose que vous avez perdu une grosse partie de la clientèle affaires qui opte pour les réunions Zoom et Teams, et puis avec l'arrêt des congrès et des salons. Est-ce que vous pensez, Valérie, que ce mouvement va rester? Alors, effectivement, tout à l'heure, j'entendais sur les différents segments de clientèle. Effectivement, la clientèle loisir est revenue cet été dans les trains, on l'a vu. On pense qu'elle va revenir pour les vacances de Noël, car on a vu après les propos du président de la République un frémissement dans les réservations, tout autant sur TGV que sur TER. Donc la clientèle loisir, elle se maintient. Par contre, la clientèle affaires, comme vous le dites, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, effectivement. Les réunions Teams, je ne répéterai pas ce qu'ont dit les autres Qui est intervenants. génératrice d'une grosse plus-value pour la SNCF quand même, la clientèle business. Oui, tout à fait, c'est une grosse part. D'ailleurs, on n'a pas encore totalement stabilisé les pertes, mais le président des SNCF a déjà annoncé un certain nombre de chiffres dans la presse sur les pertes des SNCF liées à ce manque de recettes, en fait. Et est-ce qu'on va pouvoir se déplacer à Noël dans les régions françaises à partir du 15 Alors, oui, décembre? oui, oui, ça vous le savez, vous avez Oui. entendu. On met en place donc largement le plan de transport pratiquement nominal, hein, pour permettre aux gens de se déplacer. Par ailleurs, comme cet été, on met en place des mesures, des petits prix, des prix attractifs. On met en place aussi surtout quelque chose qui est important, je pense, pour les voyageurs, c'est l'assurance d'être remboursé et Tout à fait, facilement. tout à fait. N'est-ce pas? Et Comme ça, on est rassuré, on prend son billet, on sait que si on a un empêchement, on est remboursé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour l'été, par exemple, puisqu'on parle des périodes de congés, avec les régions, on avait mis aussi en place un truc qui s'appelait Terre de France, une opération qui s'appelait Terre de France. Et Terre de France, l'objectif, c'était de permettre aux gens de voyager en train en France, dans les lieux et d'aller dans des lieux touristiques où on pouvait aller directement en train. Il y avait une carte comme ça, numérique, et ça a permis à un certain nombre de jeunes, notamment, de voyager à des prix totalement modiques. Et ça a très, très bien fonctionné, ce Terre de France qu'on avait mis en place avec Région de France. Et pas plus tard qu'hier, les chemins de fer autrichiens ont annoncé le déploiement de lignes de trains de nuit traversant l'Europe. Est-ce que vous pensez que ce sera le grand retour? Monsieur Bernand en parlait tout à l'heure d'une certaine désaffection du transport aérien pour des raisons environnementales. Est-ce que vous pensez que ça va se redévelopper ou il y a des limites et que les temps de trajet seront quand même très longs en train? Je crois qu'il faut s'adapter. Je disais, ce mot revient tout le temps, hein. Bah, je pense que tout le monde le. Et si, Oui, mais les locomotives, ça se commande à long terme, les trains de nuit aussi. Donc, comment on, anticiper cette tendance? on arrive au fur et à mesure à avoir avec les autorités en responsabilité et les clients, on arrive à mesurer l'intérêt. On voit bien l'intérêt que maintenant les trains de nuit ont à nouveau pour les clients, et on adaptera. On adaptera bien entendu à la demande, notamment les trains de nuit en France, c'est aussi l'État, c'est aussi l'autorité organisatrice des transports des trains de nuit, donc on travaille avec nos autorités organisatrices sur le sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'État ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le fret ferroviaire qui a visiblement mieux marché que les voyageurs?
Alors, le fret ferroviaire, en fait, pendant la période de confinement, il a répondu à 100% à la demande. Alors, ça veut dire en gros que les chargeurs, on a chargé à peu près 65-70% de ce qui était nos chargements habituels. Donc, effectivement, et ça a permis sans doute une prise de conscience de l'intérêt du report modal vers le rail, effectivement. Très bien. Merci beaucoup. Je me tourne du côté de l'ORT. Émilie, est-ce qu'il y a des questions pour Valérie? Oui, merci Nathalie, merci Valérie. Effectivement, nous avons quelques questions de Robert Franceschi, qui est le gérant de Fracofer et qui demande à Madame Durand notamment quelle prise en compte des marchandises sur l'arc méditerranéen et que pensez-vous, quelle est l'implication régionale dans le Green Deal européen? Alors, je comprends pas très bien la question, quelle prise en compte des marchandises sur l'arc méditerranéen. Et je pense que le sujet du fret, c'est un vrai sujet en soi. Et je me demande s'il ne serait pas opportun de se dire que dans le cadre de l'ORT, on pourrait avoir une rencontre sur le fret en particulier. Voilà, je trouve que les questions sont très, très pointues et je pense il serait bon d'avoir un autre moment pour partager sur les sujets. Merci. Bon, c'est peut-être une idée pour un prochain Oui, je pense. On est prêt. Merci Valérie Durand. Restez avec nous. Allons à présent du côté de Nice, où travaille Patrick Mortigliango des Transports Mortigliango, qui est également président de la FNTR des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous m'entendez, Patrick? Oui, bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour. Et bonjour. Très heureux d'être avec vous, de partager ce moment, très intéressant d'ailleurs. Hein, voilà. Dites-moi tout. Alors, je me souviens, Monsieur Mortigliango, quand la pandémie s'est répandue en Italie, premier pays européen qui a été touché par la Covid, vous étiez un des tout premiers transporteurs impactés, puisque vous travaillez beaucoup avec l'Italie. Que s'est-il passé? Oui, la société Mortigliango fait quasiment 90% de son chiffre sur le nord de l'Italie, étant basée sur la frontière. Hein, le nord de l'Italie, la Lombardie, la Toscane, la Vénétie, le Piémont, c'est un peu notre zone industrielle. Hein. Bon, c'est vrai que nous, hélas, l'Italie a été très fortement touchée en février. Donc, les transporteurs comme moi qui faisons le nord de l'Italie ont été très gravement et durement et totalement touchés par cette pandémie. Et on s'est retrouvé déjà avec une grosse perte de chiffre d'affaires, une totale désorganisation des plans de transport et aucune visibilité. Après, en mars, c'est arrivé en France, que de but en blanc, tout s'est arrêté, quoi, hein. Les commandes étaient annulées, les camions arrêtés. Il y avait un facteur économique très important et très lourd, il a fallu vite réagir. Il y avait aussi un facteur à risque énorme pour mes salariés, les envoyer dans le nord de l'Italie, ou surtout la région de Bergame. C'est une région où nous allons tout le temps, et nous avons des gros clients à nous, pour des grandes surfaces et autres, qui ont changé cette zone. Donc j'étais très inquiet, et on a dû prendre toutes les mesures possibles et imaginables pour protéger mes salariés. Bon, les conducteurs, Patrick, est-ce qu'ils ont fait jouer leur droit de retrait ou est-ce qu'ils se sont portés volontaires? Parce que c'était quand même risqué, comme vous le dites. Écoutez, moi, j'ai une solidarité dans l'entreprise, une prise de conscience. Bon, ils ne sont pas allés la fleur au fusil. Ils ont tous les gestes barrières, le gel de masque, essuie-mains, comment dirais-je, alcoolisés. Bref, toutes les mesures étaient prises. Défendre de sortir du camion, ça a été très compliqué pour la première région. Il n'y avait aucune station qui est ouverte, pas de possibilité pour se restaurer. Des temps d'attente, on gérait l'impossible. Les matières premières arrivaient ou n'arrivaient pas, ou arrivaient avec beaucoup de retard chez nos clients, qui n'avaient pas le temps de traiter les produits, donc ça faisait des attentes pour charger la marque des camions. Après, pour les livraisons en France, c'était pareil. Disons, ça a été vraiment une grande galère. Pour vous dire des chiffres, hein, moi, j'ai dû prendre la décision rapidement. On perdait 38 000 € par jour. Hein. 38 000 € par jour, ça coûtait. Donc,
en temps d'attente, problème Tout cumulé. d'exploitation? Au mois de mars, niveau quand avis c'est arrêté, quand au mois de mars, la France est quasiment tout arrêté. Donc, en clair, en 2-3 jours, j'ai vu compris, on avait plus de 92%, 95% des camions arrêtés. On ne chargeait plus, c'était fermé, les entrepôts fermés, les clients pas fermés. Donc, en clair, il a fallu prendre vite les mesures pour arrêter l'hémorragie, quoi. Hein. Donc, je les ai prises, on a arrêté ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Bon, et on a passé cette vague. Bon, le plus dur, ça a été surtout après de réamorcer la pompe. Bon, on a quand même continué à travailler un petit peu sur l'Italie, parce que bon, il y avait des clients qui avaient toujours besoin de plus ou moins de produits, mais c'était beaucoup plus compliqué, des kilomètres à vide, des allers-retours. Tout le monde, dès que les marchés étaient prêts, il fallait travailler comme les pompiers. Remarquez, on a un camion rouge. Mais il fallait vite, parce qu'ils avaient urgence, ils attendaient, tout le monde attendait, quoi. Bon, ça a été vraiment. Moi, je remercie mon équipe parce que vraiment, tout le monde s'est engagé. Les cadres étaient à la maison, mais ils étaient quand même en contact. Il y avait toujours une cellule de veille à la société et on a toujours eu, on a répondu présent. On a abandonné personne, quoi. Voilà. Quel type de marchandises vous transportez entre on transporte de la machine-outil, des balais, du carrelage, du parfum, des vêtements, des chaussures. Que je veux dire, on transporte un peu de tout. On ramène des déchets de bois pour ce soir valoriser, faire des panneaux contreplaqués. On ramène de tout ce qu'on a ramené. Marché général et divers, quoi, voilà, quoi. Et est-ce que les transporteurs ont été touchés à des degrés divers? Parce que j'imagine que dans la profession, il y a des transporteurs qui sont dédiés, par exemple, au transport de textiles, d'habillement, d'ameublement, d'autres qui sont dans le conteneur. Donc, le conteneur, ça a toujours marché, sauf pendant la grève, on l'a vu avec Jean-François. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu vraiment des situations très hétérogènes? Pour le conteneur, je vais revenir après, parce que ça s'est très bien passé. Moi, il ne me semble pas. Voilà. Les rêves répétitives depuis sur le port de Marseille, j'ai vu assez passer de conteneurs qui allaient à Savone, à Spézières et autres, amener les conteneurs et les ramener parce que le port de Marseille, de Fos-sur-Mer, était en grève. Et bon, ça a été très, très, très gravement touché. Et je pense que ça nuit encore plus à l'image de marque du port, qui est immérité, qui est immérité totalement, mais bon, c'était un fait, les marchandises ne partaient pas, et c'est les marchandises qui devaient arriver, n'arrivaient pas, et les gens qui attendaient les marchandises avaient des pénalités de retard. Bon, ça, on referme la partie conteneur. En ce qui concerne le transport, il y a chacun a sa niche. Bon, évidemment, les vêtements, les boutiques étant fermées, vous n'alliez pas acheter des chaussures, ni acheter le truc, voire sur le e-commerce. On prend quoi que... c'est pas avec ça qu'on faisait tourner énormément les boutiques. Donc, tous les marchés divers et variés, hormis ce qui était nourriture, les gens ont été très impactés. Bon, après, ce qui est nourriture, les gens l'ont été moins, surtout s'il y a eu un effet qui a été fait l'effet panique. La première semaine, les gens se sont rués dans les supermarchés, ont dévalisé les supermarchés, comme si c'était en temps de guerre, ce qui a fait, comment dirais-je, une désorganisation. Donc, pendant 15 jours, les gens ont beaucoup travaillé, et puis après, ça s'est calmé parce que les stocks, il a fallu les écouler qui étaient dans les magasins, dans les habitations. Et Monsieur Mortigliengo, comment ça se passe actuellement là, pour ce deuxième confinement? Puisqu'on voit que pour le transport de voyageurs, les gens se déplacent beaucoup plus que pour le premier confinement. Est-ce que là, vous êtes à une activité quasi normale? Je ne voudrais pas faire du fanfaronner, du triomphalisme. L'effet crise nous a fait un effet boomerang, nous a servi de levier. On a dépanné tellement de gens sur l'Italie. Vous avez encore des camions sur l'Italie pour venir remettre 2 palettes, et que les gens ont été tellement contents qu'on les dépanne, ça nous a amené encore du surcroît de travail. Donc, l'entreprise tourne bien. Donc, vous avez de nouveaux clients? Oui, de nouveaux clients. On a encore grandi au niveau service et au niveau emploi, on a embauché du monde en plus. Moi, j'ai une équipe de jeunes, je ne commande plus rien dans la boîte. Moi, je suis là pour grogner, je vais dire. On me le dit assez. Mais j'ai une équipe qui est fantastique derrière moi et qui marche très, très bien. Et bon, c'est un peu grâce à eux surtout, et c'est grâce à eux surtout, que la boîte, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Non sans mal. Bon, on va pas gagner énormément d'argent, on va pas faire des résultats pharaoniques, mais on s'en est tiré. Vous êtes une grande entreprise de transport, je crois, avec un parc composé d'une centaine de véhicules, c'est ça, monsieur Mortigliengo? Non, nous avons 120 cartes grises, nous avons 48 moteurs. Et vous me disiez que vous achetiez à peu près 10 nouveaux véhicules neufs par an, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on fait. On renouvelle 10 camions par an. Là, j'avais stoppé les nouveaux. On les change tous les 48 mois.
Tous les 48 mois, on les achète. Et 48 mois, dès qu'ils sont, ils sont financés sur 48 mois, dès qu'ils sont finis, je les vends. Enfin, de manière à avoir toujours des camions dernier cri, fiables, dernière technologie en sécurité routière et même avec une consommation d'énergie. Voilà. Vous avez investi justement dans des tracteurs au gaz. J'imagine que vous avez reçu une aide de l'ADEME dans ce contexte. Quel est le retour d'expérience de ces véhicules au gaz? Au départ, bon, nos clients me demandaient qu'est-ce qu'on fait pour la planète. Vous savez, les transporteurs nous sont toujours montés du droit, les pollueurs, les ceci, là, ce qui est totalement faux, hein. Bref, on ne va pas rentrer dans ce dialogue-là, mais c'est totalement faux. Bon, moi, j'ai investi dans des camions à gaz parce que, vous savez, j'ai la chance, j'adore voyager. Quand j'ai le temps, avant, j'ai perdu trop de temps, j'ai un peu de temps. Je m'en vais dans un endroit un peu reculé de la planète, je monte à 4-5 000 mètres d'altitude. Et j'ai vu les glaciers en Asie, dans les Tian Shan, dans les Monts Célestes, dans les Pamir, dans l'Altaï. Des glaciers qui ont reculé, c'est plus un glacier, c'est un glaçon, par la chaleur. Je savais que je suis chasseur, je vais faire attention. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je ne m'en cache pas. Je vais là-bas avec retenue. Et j'ai dit quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Les camions à gaz, j'ai dit, bien, de toute façon, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole, hein, même de gaz, donc on fait quelque chose. Bon, et j'en suis très content. Au départ, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de station. Il n'y avait que Saint-Martin-de-Croix et il y avait que Fos-sur-Mer, la Fossette. C'était vraiment compliqué, il fallait faire des détours, ça ne marchait pas, ce n'était pas approvisionné, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et là maintenant, il y a un développement qui vient de se faire à Plan d'Orgon et Aix-en-Provence. Donc c'est sur ma ligne de mes camions qui montent sur la France. Parce que les camions à gaz ne peuvent pas aller en Italie, parce qu'on ne peut pas faire, c'est du liquéfié. Hein. On n'arrive pas à connecter nos pistolets pour faire le gaz en Italie avec mes camions. Et quelle est leur autonomie? Et on fait un tour PACA, on le fait sans problème. On fait un tour de PACA, on fait Nice, Saint-Martin-de-Croix, Avignon, on fait sans problème, on fait le tour. Voilà. J'ai commandé 2 camions supplémentaires à gaz, parce que au niveau environnemental, c'est quand même bien. Donc, on remplace des camions. Là j'ai commandé des camions. La société a commandé des camions. C'est la société qui a commandé des camions. On remplace 2 camions thermiques par des camions à gaz. On prend encore des camions à gasoil pour en Italie, car en Italie, on a ce problème-là qu'on ne peut pas faire. Après, au niveau aide, on a eu touché des aides qui sont très bonnes. Le camion coûte 40 000 € de plus. Hein. C'est simple. On a touché 15 000 € d'aide par camion. Mais sur un plan, on peut faire du suramortissement. Et sur un plan économique, vous avez quand même une économie substantielle par voyage et par plein. Voilà. En plus, vous avez le gros avantage, il n'y a pas d'évaporation et on ne vous le vole pas. Tandis que le gasoil, il ne passe pas une semaine sans qu'on me siphonne un réservoir sur un camion. D'accord. Donc, pour nous siphonner le gaz, il faut être prudent et surtout pas fumer. Voilà. Mais le retour, j'en suis enchanté. Bon, après, ça, c'est autre chose, c'est pour les environnementaux, sur l'électrique et sur l'hydrogène. Et est-ce que vous regardez justement du côté de l'hydrogène, puisque la société Air Liquide a annoncé l'ouverture d'une station à hydrogène en 2022 du côté de Fos-sur-Mer. Il y a aussi pas mal de développement dans le Var, avec une station à hydrogène à Brégaillon. Comment vous sentez les choses? Ou est-ce que vous avez acheté un Brégaillon, c'est mal placé. Hein. Brégaillon, c'est mal placé parce que bon, ce n'est pas sur la ligne des camions qui vont descendre. Il faut soit sur l'autoroute ou en sortie d'autoroute, ou à Brignoles, choses comme ça, mais à Brégaillon, bon, pour les tourner, c'est très bien, mais bon, enfin, il vaut mieux qu'il y ait une à Brégaillon qu'il n'y en ait pas du tout, hein, c'est certain. Bon, l'hydrogène, c'est quelque chose que je regarde, électrique aussi. J'étais ce matin avec un constructeur de poids lourd que je ne vais pas nommer, hein, c'est un Suédois, c'est pas Ikea, vous savez qui c'est. Il n'y en a pas 50. Hein. Voilà. Donc, il y a des nouveaux camions qui sortent. On a un projet d'un bâtiment énorme sur Nice, à énergie nouvelle, avec des camions électriques et des trucs à hydrogène, des camions à hydrogène. Vous savez que Mercedes et Volvo ont signé un accord pour développer un moteur à hydrogène. Tout à fait. Donc, quand vous avez les plus constructeurs mondiaux se penchent sur l'hydrogène, ils se mettent là-dessus, à mon avis, ce n'est pas pour rien. C'est quand même des gens qui sont plus que sérieux et dans la réputation des plus à faire. Donc, bon, moi, je sais que je me freine, je réfléchissais en me freinant, quand est-ce que je vais arrêter de prendre des camions thermiques? Parce qu'ils ne vont plus rien valoir. Hein. Ils ne vont plus rien valoir, ces camions. Quand on va les revendre, bon, les plus-values qu'on fait dessus, ben, vous ferez peanuts. Parce que bon, la future, c'est l'hydrogène. Et nos clients nous tarabustent pour s'engager là-dedans. Moi, je m'y engage à 100%. Hein. C'est un défi à relever. On a l'avenir devant nous, mais il faut le faire.
Voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mortigliango, pour ce témoignage. Restez avec nous. Je dois vous quitter. Je dois quitter parce que j'ai un rendez-vous derrière vous, là. Ça vous pose problème? Je peux rester Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Écoutez, je remercie tous les participants. Je vous remercie à vous. N'hésitez pas à faire vos appels pour moi si vous avez besoin. C'est très volontiers que j'échangerai avec vous. Merci à tous et au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci bien. Je me tourne du côté de deux entrepreneuses maintenant. Béatrice Leduby et Emmanuel Champeau. Et Emmanuel Champeau, vous êtes à l'origine de Totem Mobile, des véhicules électriques en autopartage dans la ville de Marseille. Quel a été, Emmanuel, je ne sais pas si vous m'entendez. Pardon, voilà. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Quelle a été, donc je disais que vous étiez la fondatrice de Totem Mobile, la solution de véhicules électriques en autopartage à Marseille. Quel a été le comportement des Marseillais confinés, déconfinés, reconfinés vis-à-vis du véhicule électrique? Alors nous, premier confinement, plus personne n'a le droit de sortir, donc 90% de perte de chiffre d'affaires. Pour ne pas dire plus, on a même prêté des véhicules, nous, aux soignants, parce que de toute façon, ces véhicules-là, autant qu'ils roulent, ça rendait service. Et puis surtout, ça a fédéré l'équipe qui s'est retrouvée avec quand même des choses à faire. Voilà, parce qu'il y a aussi l'interne et l'externe. Sortie du confinement, démarrage en flèche, quasiment les meilleurs chiffres qu'on ait jamais fait en juin, juillet, août, excellente rotation. Ça nous a, comme toujours, la contrainte oblige à avoir de l'imagination et ce qui était pour nous un espèce de casse-tête sur le nettoyage, etc. On a réussi à mettre en place des brigades avec des étudiants hyper motivés pour nettoyer les véhicules. Alors, pas après chaque location, bien sûr, mais à peu près tous les 2 jours. Donc, une bonne remobilisation. Dès le couvre-feu, par contre, de nouveau effondrement des locations, parce que nous, on a principalement un usage jeune adulte, soirée, week-end, et donc s'il n'y a plus de lieu de sortie, Totem est amputé directement. Actuellement, on tourne à peu près 40%, 30% de notre activité. C'est tout petit. Avec un impact pour le coup là sur le moral qui est ça je pense que c'est vrai pour tout le monde. Le deuxième confinement, il est vraiment mentalement, c'est quand même vraiment dur. Ouais. Donc nous, si vous voulez, je pense qu'on a eu deux effets. Alors, j'ai pas d'études statistiques, mais il y a eu 2 effets qui, à mon avis, se sont à peu près équilibrés. C'est-à-dire à la fois des gens qui peut-être ont eu peur des transports en commun et qui du coup sont venus vers l'autopartage. Et des gens, par contre, qui peut-être conduisaient Totem et qui ont préféré basculer sur leur voiture. Voilà. Mais moi, comme je le dis très souvent, beaucoup de nos conducteurs n'ont pas de véhicule. Voilà. Ou alors partagent un véhicule à plusieurs dans le foyer, etc. Donc, et puis, tout le monde s'équipe, c'est-à-dire que quand on conduit une Totem, on a son gel hydroalcoolique et puis on prend du gel hydroalcoolique quand on arrive sur la voiture et quand on en sort. On est habitué maintenant à vivre avec. Ouais. L'avantage, c'est que c'est ouvert. Alors, pour le coup, l'inconvénient qui est récurrent sur nos véhicules, pour le coup, est devenu un avantage parce que c'est ouvert à tout vent. Très bien. Et donc, cet été, vous avez, en plein mois de juillet, en pleine crise sanitaire, vous avez eu l'idée d'un nouveau projet. Et donc, je vais appeler Béatrice Leduby. Je ne sais pas si elle m'entend. Je vous entends, Nathalie, je suis avec vous. Oui. Voilà, donc vous avez cofondé avec Emmanuel Deki pour Dernier Kilomètre, ce projet donc en pleine crise. Est-ce que vous pouvez nous parler de Deki? Oui, alors il est arrivé en pleine crise de fait, ça a été créé en début juillet, mais en fait on est 3 et mes 2 acolytes, dont vous avez Emmanuel avec vous, ça faisait déjà plusieurs mois, un peu plus d'1 an même qu'ils y réfléchissaient. Donc le concours de circonstances fait que nous on a été capable d'émerger et de se créer maintenant, mais ça fait déjà plusieurs moments qu'on y réfléchissait. Le principe de Deki, en fait, c'est d'être un nouveau type d'intervenant sur la chaîne de la logistique urbaine. Alors, j'écoutais avec beaucoup d'attention tout à l'heure Monsieur Mortigliango, mais qui est sur un autre type de transport. Mais sur cette question de la logistique urbaine, il y a un vrai problème, puisqu'on ne va pas revenir sur ce que génère le transport de marchandises, mais voilà, il est la cause de beaucoup de
de désagréments qui sont très graves aujourd'hui, la pollution, la congestion qui nous empêche de bien profiter de nos villes. Et de toute façon, comme ça ne va faire que s'augmenter, et on estime que dans 5 ans, ça sera multiplié par 2, ce besoin, il est nécessaire de changer le modèle. Et en fait, il y a plein de choses qui ont été dites ce matin qui vont vers ce modèle de DECI. Changer le modèle, ça veut dire déjà mieux mutualiser. Le modèle de DECI, c'est un modèle hybride. Hybride, on partage des outils numériques, on partage des outils physiques. Hybride parce qu'on fait à la fois du numérique et du physique, et on fait du physique en intramuros. Aujourd'hui, il y a déjà plein de choses qui ont été faites sur les ELU, les espaces logistiques urbains. Tant qu'ils sont à l'extérieur, on recrée un nouveau chaînon de transport. Donc, le principe, il est de mettre en commun tous les moyens qui sont à destination de la livraison urbaine et pour notre part 100% décarbonés, de mettre en commun sur une autre partie de la plateforme tous les besoins et de casser les silos pour essayer de mieux livrer. Alors, pour nous, mieux livrer, ça veut dire que là où aujourd'hui on utilise 4 camions pour aller, je vais prendre une rue que personne ne connaît, comme ça c'est plus facile, rue des Coquelicots. Si on utilisait mieux nos camions, si on arrivait à mutualiser, à mettre en commun les informations et les besoins, on pourra en utiliser 2 à 3 fois moins. Ça, on le sait, c'est une vérité que tout le monde connaît dans le fret. Sauf que la difficulté, c'est justement ces silos. Donc, l'idée, c'est déjà d'utiliser moins de moyens pour livrer autant. Et la deuxième idée de DECI, c'est de flécher tout ce transport-là sur des moyens 100% décarbonés. Alors, dans le 100% décarboné, on vient de parler du GNV, de l'hydrogène, de l'électrique. Bon, et on a parlé bien plus tôt dans votre colloque des vélos électriques. Pour le transport urbain, un vélo électrique, il est 30 à 40% plus efficace. Sur 1 heure, il peut livrer 5 points quand une camionnette, qu'elle soit thermique ou électrique, ne peut en livrer que 3 à cause des contraintes de circulation. Donc, l'idée de DECI, c'est ça. Donc, on est en train de concevoir ça. Excusez-moi, c'est Oui. quoi au juste DECI? C'est une plateforme? C'est physique, web? C'est quoi? C'est les deux, en fait. On n'est pas transporteur, pas du tout. C'est une plateforme à la fois physique et à la fois numérique qui permet aux besoins et aux capacités de livraison, première chose, de se rencontrer. Et deuxième chose, parce qu'on a en fait un algorithme qui est en train d'être développé par le laboratoire de l'école des mines, qui est spécifique sur la logistique urbaine, on va pouvoir optimiser les tournées. Donc, on va pouvoir concevoir des tournées, optimiser et limiter le nombre de trajets sur un même axe. Donc, c'est ça DECI. Donc, c'est d'abord une plateforme numérique. Et pour réussir à faire ça, d'aucuns me dira, dans tous les spécialistes qu'il y a autour de la table aujourd'hui, que pour réussir à faire des tournées optimisées, il faut compléter cette plateforme numérique avec une plateforme physique qui permet d'avoir des arrivées groupées. Ça, c'est assez banal comme métier, c'est du cross-dock, des arrivées groupées, et on dégroupe, on réorganise, fidèle à ce que propose l'algorithme, pour faire court. Donc, c'est cet outil-là. Donc, on a autour de nous, en fait, on fédère en fait les forces vives de l'écosystème pour le coup de Marseille. On teste ça sur Marseille pour être élargi plus tard. Aujourd'hui, notamment les transporteurs décarbonés, pour leur permettre, eux, d'élargir leur ballon d'affaires et de mieux utiliser leurs outils. Ça, c'est un définitif majeur. Pour nous, en tant qu'IDEM moyen, on devrait avoir moins de moyens de transport pour encombrer nos villes et on ne devrait plus avoir de pollution si tant est qu'on flèche sur du transport décarboné. Ça, les bénéfices. Alors, c'est un nouveau modèle, on est en train de le construire. On travaille, on fait partie des ateliers régionaux de la logistique et tout à l'heure, j'entendais Marine de la CEREMA, dans lequel il y a la CEREMA et avec lequel, effectivement, on partage ces outils-là. C'est extrêmement important de partager les outils et les informations. La clé de voûte de tout ça, c'est d'être capable de bien utiliser la data qui est au service du transport de marchandises. Donc, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui est extrêmement précieux et on doit converger. Donc, ces modèles hybrides doivent permettre aux uns et aux autres de converger et de partager. C'est ça l'idée. Et depuis la naissance de cette idée au mois de juillet et maintenant, est-ce que vous avez réussi à convaincre des commerçants et des transporteurs de jouer le jeu? Oui, alors on est au début, on va commencer notre expérimentation là. Là, on est en train de commencer à passer les premières briques de notre outil numérique à nos partenaires transporteurs décarbonés de Marseille. Il y a 5 sociétés qui font du transport à vélo, vous les croisez régulièrement, qui font du transport à vélo, qui sont prêtes à tester avec nous cet outil-là. Et on a autour de nous une association, l'Association des commerces positifs de Marseille, qui accepte aussi de commencer à utiliser notre plateforme pour que justement on soit face à des cas d'usage et qu'ensuite on puisse adapter l'outil. L'idée ensuite, c'est de rassembler plus.
dès le premier trimestre 2021. Et effectivement, l'enjeu, vous avez raison Nathalie, l'enjeu c'est que les gros donneurs d'ordre passent par ce type d'outils. Parce que c'est quand cette masse de besoins, donc des transporteurs dont ça n'est pas la spécialité de venir en ville, ou bien de gros donneurs d'ordre, on peut citer Yves Rocher, que tout le monde connaît, on peut citer le Sud français, plein de types d'entreprises qui ont besoin d'acheminer des marchandises en ville, participent à ça, nous font part de leurs besoins et qu'ils soient confiés à des transporteurs décarbonés et optimisés. Ouais, on est au tout début là. Quel est votre modèle? Comment vous fonctionnez? Vous prenez une commission sur les transports? Alors, on va plutôt proposer de vendre des prestations logistiques que l'on va nous sous-traiter à ces transporteurs qui font du 100% carboné. Et cette prestation logistique, elle sera optimisée, elle sera moins coûteuse. Vous savez que le coût du dernier kilomètre est un vrai problème. Il coûte extrêmement cher. Donc, l'idée aussi, le bénéfice d'optimiser, c'est que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher pour la planète, ça coûte moins cher aussi pour chacun des acteurs économiques. Ça coûte moins cher pour chacun d'entre nous en termes d'air à respirer. Donc on est plutôt sur ce principe-là. On a compris que vous développiez votre activité à Marseille. Est-ce que vous avez déjà repéré des lieux pour effectuer des opérations de cross-docking, de logistique, préparation des colis pour les tourner? Oui, et j'en profite juste pour réagir sur le chat. Oui, effectivement, on a le soutien, merci Jérôme Cécilie, on a le soutien de la région et de l'ADEME depuis le départ de notre projet. C'est ce qui nous a fait aussi, malgré la crise, se lancer. C'est aussi une des raisons qui le fait que le territoire nous soutienne et croit dans ce type de projet, dans la nécessité, nous a fait qu'on s'est lancé. Alors oui, pour répondre à votre question, Nathalie, on a en vue l'ouverture de hubs physiques. Le premier sera en plein centre-ville de Marseille, vers le Vieux-Port. Alors pourquoi? Parce que c'est une zone qui va être concernée par le nouveau décret qui impose à nos villes, notamment Marseille, l'installation d'une zone ZFE, donc qui va contraindre énormément le transport de marchandises dans ces zones-là, et qu'il est clé que pour autant, on ne délaisse pas tout ce cœur de Marseille. Donc le premier sera là. Pour l'expérimentation sur Marseille, on en a prévu 3. Les 2 autres, c'est un peu vague, ça peut être au Jarret, ça peut être à la Caplette. L'idée étant de mieux couvrir en fait et de bien mailler tout ce territoire. On se rend compte quand on discute avec les spécialistes du transport, c'est que le maillage est extrêmement précieux. Et alors le maillage intramuros, encore plus pour optimiser ce transport. Ouais. Et à terme, vous avez des ambitions de développement national? Oui, l'idée c'est alors il y a la métropole de Marseille, c'est un bon crash test parce que on n'est pas optimum en termes de transport, que ce soit, je crois, voyageurs et marchandises, mais elle n'est pas la seule à rencontrer des problèmes. Il y a une dizaine de villes qui sont ciblées par ce fameux décret et tous ces modèles-là doivent être mis en place. Il y a des sociétés émergentes qui aussi sont porteuses, donc Lyon, Paris, Nice, Toulon, Toulouse sont des villes qu'on pourrait citer. Il y a des villes qui sont déjà plutôt en marche mais qui ont encore besoin de s'améliorer, qui sont tout l'ouest de la France, qui est plus développé parce que les intervenants, notamment du transport décarboné, en fait, ont émergé plus tôt. Mais c'est intéressant pour nous d'aller compléter ces outils-là, Bordeaux, Rennes ou Nantes, avec justement ce nouveau type de plateforme. Donc oui, c'est ça l'idée du déploiement. C'est le test sur Marseille et sur la région, avec le soutien des institutions et l'élargissement ensuite aux autres métropoles. C'est quand on sera massif et qu'on arrivera ensemble à changer ce modèle-là qu'on respirera mieux, ça c'est certain. Et est-ce que vous avez des contacts avec des grandes entreprises de transport, avec des poids lourds qui pourraient justement déposer les colis dans la ville? Je ne vais pas toutes les citer, je peux en citer une parce qu'il est de notoriété publique qu'elle avance beaucoup et qu'elle est une des pionnières sur ce marché-là. C'est DB Schenker, tout le monde la connaît. Donc, ils ont déjà fait de beaux pas en avant sur la décarbonation de leur transport et leurs propositions qu'ils font à leurs clients. Ils ont déjà aussi la maturité pour nouer des partenariats avec des nouveaux players comme nous, des nouveaux intervenants. Et effectivement, ils sont intéressés par cette capacité qu'ils pourraient trouver en complément de leur activité pour décarboner leur transport. Ouais, ils ne sont pas les seuls. Très bien. Merci beaucoup Béatrice. Merci Emmanuel. Ouais. Juste pour faire un petit parallèle, on voit bien que ce qu'il y a d'intéressant, enfin les similitudes, c'est vraiment ce que je trouve, c'est vraiment ça la révolution des transports, c'est d'arrêter de prendre le même objet pour tout faire. Voilà. De même qu'on ne prend pas la même voiture pour faire Paris-Marseille par autoroute et pour circuler dans les petites rues anciennes du Panier, eh bien, il n'y a pas de raison de prendre le même moyen de transport. Voilà. Donc, c'est vraiment la même philosophie.
Mais là, Merci on est beaucoup, vraiment Nathalie. rentré dans une société, on parlait de l'immobilier de bureau tout à l'heure avec Vincent Tinet, Ouais. on est vraiment rentré dans une société de l'usage et non plus de la propriété. Hein. Économie de la fonctionnalité, on est en plein dedans. Oui, exactement. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous les intervenants de cette deuxième table ronde.